Bonjour Marc Gaborio, merci d'avoir accepté l'invitation du Divan Wilson pour nous parler un petit peu de votre parcours et surtout de textes qui ont été importants pour vous. Donc vous étiez au départ arabisant et parti pour être un spécialiste de l'islam quand vous vous retrouvez finalement au Népal. Alors, dites-nous un petit peu là ce qui se passe. J'ai été spécialiste non seulement de l'islam, mais du droit musulman. C'est important pour l'article qui vient. Et il fallait que je remplisse mes obligations militaires, puisque le service militaire était encore obligatoire à cette époque-là, c'était en 63. Et plutôt que d'aller dans l'armée, on avait le choix d'aller plutôt enseigner à l'étranger en remplacement du service militaire effectif. Donc je suis allé au ministère des Affaires étrangères pour demander d'être nommé quelque part au Moyen-Orient. Et on m'a dit, ce sera le Népal ou rien. Et moi, tout naïvement, j'ai dit, le Népal, c'est où? Je ne savais même pas où c'était. Et donc on m'a montré sur une grande carte, là au nord c'est la Chine, là au sud c'est l'Inde, au milieu il y a l'Himalaya, au milieu de l'Himalaya, il y a un petit pays qui s'appelle le Népal. J'ai dit, oh bon, est-ce que vous voulez y aller? J'ai demandé 24 heures de réflexion, et au bout de 24 heures, je me suis dit, après tout, pourquoi pas faire un beau voyage, ça n'engage à rien. Et je suis donc parti au Népal. Et comme on m'avait envoyé au Népal plutôt que dans un pays arabe, je me suis vengé, j'ai trouvé des musulmans au Népal. Et ça, c'était l'origine de ma spécialisation dans l'islam du sous-continent. Et donc vous avez commencé là-bas un travail de terrain. J'ai commencé un travail et de langue et de terrain, parce que l'arabe, dans ces pays-là, c'est un peu comme le grec, hein. Enfin, comme le grec chez nous, c'est une langue morte qui ne sert que pour la religion, pour réciter les prières et pour lire des ouvrages religieux, mais il a fallu que j'apprenne d'autres langues. D'abord les langues parlées, qui étaient le népali au Népal et l'ourdou en Inde du Nord, et ensuite une autre langue de culture qui est très importante entre les langues de l'Inde du Nord et l'arabe. Il y a le persan, qui est la grande langue de l'islam, finalement beaucoup plus que l'arabe. Et sur quoi apporter ce travail de terrain? Sur quel caste? J'ai, sans doute parce que j'étais moi-même fils d'artisan, j'ai choisi de travailler sur les artisans. Et j'ai trouvé dans les montagnes de l'ouest du Népal une branche d'une petite caste d'artisans musulmans venus de l'Inde qui étaient fabricants et colporteurs de bracelets de verre et de perles de verre. Et j'ai choisi de travailler sur ce petit groupe qui était réparti sur 500 km dans 45 villages sur 500 km à vol d'oiseau. Et j'ai mis mon point d'honneur à visiter tous ces villages, allant à pied de l'un à l'autre. J'ai comme ça fait finalement des milliers de kilomètres à pied au Népal, ce qui est d'ailleurs la meilleure façon de connaître un pays, c'est de voyager à pied. Et donc ces artisans sont des musulmans? Ce sont des musulmans. Et pour comprendre donc leur place dans la société, vous avez eu recours à un texte dont vous souhaitez nous parler. Oui, j'avais, avant de partir au Népal, commencé une spécialisation en droit musulman sous la direction d'un des grands experts de l'époque qui s'appelait Robert Brunswick et qui enseignait l'islamologie à la Sorbonne. Et parmi ces publications, il y avait un petit texte qui s'est révélé très utile, un petit texte qui s'appelle « Les métiers vils en islam » et qui est publié dans la revue qu'il avait fondée qui s'appelle Studia Islamica. Et c'est un petit article de 20 pages où il a vraiment résumé les points essentiels de tout ce qui concerne la hiérarchie des statuts dans le milieu inférieur de la société musulmane. Dites-nous un peu plus sur qui était Robert Brunswick. Robert Brunswick
appartenait à une famille juive alsacienne qui avait choisi la France en 1871, et qui est établie à Bordeaux. Et lui-même, après avoir fait son agrégation de grammaire avait été nommé professeur de lettres classiques à Tunis, et il avait choisi de se spécialiser dans les études arabes. Donc il a appris à l'arabe et les sciences islamiques quand il était à Tunis, et c'était un brillant intellectuel qui a très vite eu un poste d'enseignement à la faculté des lettres d'Alger, enseignant d'arabe et d'histoire du monde musulman. Et c'est là qu'il a fait sa thèse sur ce qu'il appelle la Berbérie du XIIIe au XVe siècle, la Berbérie, c'est-à-dire le nord de la Libye, la Tunisie et l'Est algérien. Et ensuite, il s'est spécialisé dans le droit musulman et aussi la théologie musulmane. Et c'est ce qu'il a enseigné à la Sorbonne à partir de 1955. C'est donc ce qu'on appelait l'islamologie. Et donc je suis allé le voir pour m'initier au droit musulman et à la théologie musulmane. Et donc en 1962, Robert Brunswick publie cet article « Métier-ville en islam », qui vous sert, pour ainsi dire, de base. Et que dit cet article de si important? Qu'est-ce qui... Bon, d'abord, il se place dans une perspective comparative, comparant le monde musulman à ce qu'était l'Antiquité juive, l'Antiquité gréco-romaine, et aussi l'Iran et l'Inde. Hein. C'est la véritable histoire comparative. Et ce qu'il dit, c'est que finalement, dans toutes ces civilisations du monde antique, au milieu desquelles est né l'islam, on retrouve un certain nombre de convergences. Trois en particulier. Les métiers méprisés, les métiers vils comme ils les appellent, sont d'abord, on retrouve à peu près la même liste. Hein, c'est-à-dire le tisserand, le barbier, le tanneur cordonnier et le balayeur. Hein. Et cette même liste, on la retrouve aussi en Inde. Hein. En Inde, à la fois chez les musulmans et chez les hindous. Et on retrouve aussi les mêmes stéréotypes, c'est-à-dire on dit que le barbier est malhonnête, qu'il s'enrichit, et dès qu'il s'enrichit, il devient méprisant, enfin, etc. On dit que le tisserand est idiot, et aussi, partout dans toutes ces civilisations, pour définir le statut des métiers en général, mais plus spécialement le statut des plus basses couches de la société, il y a toujours une pluralité de critères, hein, pas un seul critère. D'ailleurs, on a eu tendance, en suivant Dumont sur l'Inde, de croire que la pureté rituelle était le critère principal, sinon le seul. En fait, il n'y a jamais un seul critère. Le statut de chaque caste par rapport aux autres est toujours défini par une addition d'un certain nombre de critères qui sont l'origine ethnique, le métier, la richesse, l'instruction, enfin, etc. etc. Il faut voir comment ces différents critères se combinent pour finalement définir de façon précise ce qu'est le statut d'un de ces métiers vils. Par exemple, si on reprend l'exemple des musulmans fabricants de bracelets que j'ai étudiés, bon, ils sont définis et infériorisés parce qu'ils sont des artisans, mais il y a aussi d'autres critères qui entrent en ligne de compte. C'est dans le contexte népalais, ils appartiennent à une ethnie différente de l'ethnie des Népalais. Il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas seulement artisans, mais ils sont aussi agriculteurs. Dès l'origine, ils ont été dotés de terres par les rois qui les ont accueillis au Népal entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc,
c'est l'addition de ces différents critères qui permet de définir de façon précise leur place dans la société. Donc on voit bien que cet article est riche tant du point de vue théorique que du point de vue méthodologique, et vous recommanderiez encore aujourd'hui à des étudiants de le lire et de s'appuyer sur lui? Je n'ai cessé de le recommander, et une des qualités aussi de Robert Brunswick, enfin, outre sa science qui était immense, c'est qu'il écrit bien et qu'il écrit de façon concise. Hein, cet article fait 20 pages. Et je dois dire à ma honte que je l'ai délayé en 50 pages dans ma thèse de doctorat d'État. Et j'ai un peu honte d'avoir été aussi prolixe. En tout cas, merci beaucoup Marc Gaboriau d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé avec autant de passion de l'article donc Métier-Ville en Islam de Robert Brunswick dont nous recommandons la lecture. Au revoir.